Contact extraterrestre avec la planète Vénus. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec Vénus, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Partie 3. Le 23 août 1954, Adamski décrit une rencontre vécue comme un adieu. Firkon et Ramu lui annoncent la fin de leur mission sur Terre et leur départ imminent, tout en évoquant la possibilité de rester en contact mentalement. Conduit à bord du vaisseau, il découvre une atmosphère de célébration marquée par la musique, les jeux et un banquet organisé pour lui dire au revoir, une prière, des chants et danses. Ramu montre Adamski en salle de contrôle, sur écran, des vues détaillées de la Lune, incluant des installations cachées, des zones habitées et la face cachée qu'il n'avait pas pu voir auparavant, avec paysages et cités. Puis au salon, Horton organise une projection d'images holographiques 3D de la vie sur Vénus. Il est aussi évoqué un basculement progressif de l'axe terrestre et un risque d'un renversement violent. Le maître conclut par un enseignement appulant la loi du progrès et l'importance de juger les idées à leurs effets concrets, avant qu'Adamski ne prenne congé de ses hôtes, ramenés sur Terre, et regagne seul son hôtel profondément marqué par la séparation. Horton expliqua donc durant ce dernier contact d'Adamski qu'un lent basculement de l'axe terrestre est actuellement en cours, et que s'il s'achevait sans violence, il pourrait provoquer le retour de vastes formations nuageuses, l'émergence de terres aujourd'hui submergées, mais une augmentation de la longévité grâce à une plus grande filtration des rayons solaires nocifs, à condition que l'humanité vive selon les lois du Créateur. Ce processus explique la surveillance exercée sur la Terre, car un renversement brutal aurait des conséquences catastrophiques, non seulement pour la planète, mais aussi pour l'équilibre du système solaire. Et Horton conclut que l'ignorance humaine face à ces signes, pourtant annoncés selon lui par les écritures bibliques par exemple, vient du fait que l'humanité s'est détournée des lois qui régissent ses rapports avec le monde et la vie. Revenons sur ce qui a été montré à Adamski concernant la Lune. Il l'a observé au moyen des instruments du vaisseau sur des écrans, mais du côté de la face cachée, il a vu de grandes vallées aménagées en hangars, pouvant accueillir des vaisseaux de grande taille, ainsi que des régions habitées comportant eau, végétation, montagnes enneigées, lacs et rivières. Il évoque des villes structurées, des habitants menant une vie sociale comparable à celle des terriens, et utilisant principalement des transports publics aériens, ainsi que des échanges réguliers avec les visiteurs de l'espace, notamment par le troc de ressources minérales. Adamski précise toutefois qu'un accès direct à ces zones nécessiterait une longue dépressurisation, rendant toute visite immédiate impossible. Concernant ce qui a été projeté à George Adamski, Vénus est profondément différente de la représentation scientifique admise sur Terre à son époque. Il précisera, mais seulement beaucoup plus tard, que la vie sur Vénus comme sur les autres planètes ne serait pas visible pour nos yeux. C'est une vie sur un autre plan dimensionnel, non physique. N'ayant pas donné cette information au début, pendant des années ses récits furent taxés de mythomanie, et même après son décès au regard des images de Vénus obtenues par des sondes spatiales. Il n'y a aucune contradiction avec l'information que c'est un autre plan de fréquence où ces visiteurs vivent. Selon ce qu'Adamski dit avoir observé, la planète possède une atmosphère tempérée, lumineuse et parfaitement respirable, baignée d'une lumière douce et diffuse, sans soleil écrasant ni obscurité marquée. Le climat y est stable, harmonieux, sans radiation extrême, permettant une vie abondante aussi bien végétale qu'animale. Adamski précise que cette lumière particulière semble provenir autant de l'atmosphère elle-même que d'une interaction subtile entre la planète et l'énergie cosmique environnante. Les paysages fil décrits sont vastes et verdoyants, ponctués de collines, de plaines fertiles, de forêts claires et d'espaces naturels soigneusement préservés. La nature y est omniprésente et parfaitement intégrée à l'activité des habitants. Il n'évoque jamais de zones polluées, industrielles ou dégradées. Tout semble organisé selon un équilibre précis entre l'activité intelligente et le respect du milieu naturel. Les visiteurs lui expliquent que cet équilibre est le résultat de milliers d'années d'évolution consciente, au cours desquelles leur civilisation a appris à vivre en coopération avec les lois naturelles plutôt qu'en opposition à elles. Les villes vénusiennes sont décrites comme aérées, spacieuses et silencieuses. Les constructions ne sont ni massives ni oppressantes. Les bâtiments sont clairs, souvent arrondis, intégrés au paysage et construits avec des matériaux qui semblent vivants ou énergétiquement actifs. Adamski insiste sur l'absence de fumée, de bruit mécanique ou de circulation chaotique. Les moyens de transport ne sont pas individuels au sens terrestre, mais collectifs, fluides et silencieux. Les déplacements s'effectuent à l'aide de véhicules aériens,
utilisant les mêmes principes magnétiques que les vaisseaux spatiaux, circulant sans friction ni pollution. À l'intérieur des habitations, Adamski décrit des espaces simples, lumineux et fonctionnels. Il n'observe aucune accumulation d'objets inutiles, ni de signes de propriété excessive. Chaque logement est adapté aux besoins de ses occupants, sans luxe ostentatoire, mais avec un souci constant de confort, d'harmonie et de beauté. La décoration est sobre, souvent composée de formes géométriques douces et de couleurs apaisantes. Les visiteurs lui expliquent que l'attachement matériel excessif est considéré comme un frein à l'évolution de la conscience. L'alimentation occupe une place importante dans son témoignage. Adamski affirme que les habitants de Vénus se nourrissent principalement de fruits, de légumes et de préparations simples, issus d'une agriculture respectueuse des cycles naturels. Il n'évoque jamais la consommation de viande telle que pratiquée sur Terre. La nourriture est décrite comme hautement énergétique, contribuant autant à l'équilibre physique qu'au bien-être mental. Les repas ne sont pas des moments de consommation rapide, mais des temps de partage et de régénération. Sur le plan social, Adamski insiste sur l'absence de structure hiérarchique rigide. Il n'y a ni gouvernement autoritaire, ni système coercitif, ni force armée. La société fonctionne sur la base d'une responsabilité individuelle élevée, chaque être étant conscient de son rôle au sein de l'ensemble. Des décisions importantes sont prises collectivement par des individus expérimentés, reconnus pour leur sagesse et leur compréhension des lois universelles, mais sans pouvoir imposer. Le travail, tel qu'il le décrit, n'est jamais perçu comme une contrainte. Chacun exerce une activité en accord avec ses capacités et ses aspirations profondes. Les tâches nécessaires à la vie collective sont réparties équitablement, et la notion de compétition est absente. Adamski rapporte que les visiteurs considèrent la coopération comme une loi fondamentale de l'univers, et la compétition comme un stade primitif de l'évolution des civilisations. L'éducation occupe une place centrale dans cette société. Dès le plus jeune âge, les enfants sont encouragés à développer à la fois leurs capacités intellectuelles, créatives et spirituelles. L'apprentissage ne se limite pas à l'accumulation de connaissances, mais vise la compréhension globale de la vie, des lois naturelles et de la responsabilité individuelle. Adamski souligne que la science et la spiritualité ne sont jamais séparées. Elles forment deux aspects complémentaires d'une même quête de compréhension de l'univers. Sur le plan technologique, les visiteurs expliquent que leur science repose sur une connaissance approfondie des énergies subtiles, en particulier du magnétisme et des champs vibratoires. Cette maîtrise leur permet de produire de l'énergie propre, abondante et inoffensive, utilisée aussi bien pour les transports que pour les besoins domestiques. Adamski affirme qu'ils ont depuis longtemps abandonné toute technologie destructrice, ayant compris que l'usage de telles forces conduit inévitablement à la ruine des civilisations qui s'y adonnent. La communication entre les êtres se fait largement par télépathie, bien que des formes de langage existent également. Cette communication directe permet une compréhension immédiate et sincère, rendant inutile le mensonge, la manipulation ou la dissimulation. Adamski rapporte que cette transparence mentale est rendue possible par un haut degré de maîtrise émotionnelle et une éthique profondément ancrée. Concernant la famille et les relations affectives, il décrit une organisation fondée sur le respect mutuel et la stabilité. Les unions sont durables mais non contraignantes, sans notion de mariage par exemple. La notion de possession affective est absente. Les visiteurs évoquent également la réincarnation, comme un processus naturel d'évolution de la conscience permettant aux êtres de poursuivre leur apprentissage à travers différentes existences sans crainte de la mort physique. La santé et la longévité sont présentées comme des conséquences directes de ce mode de vie équilibré. Adamski affirme que les habitants de Vénus vivent beaucoup plus longtemps que les humains, non par des moyens artificiels, mais grâce à une hygiène de vie globale, associant alimentation, activité, équilibre mental et compréhension des lois naturelles. La maladie y est rare, et lorsqu'elle survient, traitée par des méthodes énergétiques et préventives, plutôt que curatives. Adamski souligne que la civilisation qu'il décrit repose sur une vision universelle de l'existence. Les visiteurs se perçoivent comme des citoyens de l'univers, conscients de l'interdépendance de toutes les formes de vie et du caractère illusoire de la séparation entre les êtres, et estiment qu'une harmonie durable ne peut naître que d'une évolution conjointe de la technologie et de la conscience. Il nous présente ce témoignage comme l'essentiel de son message à l'humanité, non pas comme un modèle à copier, mais comme une illustration de ce que l'humanité pourrait devenir si elle choisissait une loi de coopération, de responsabilité et de respect des lois universelles.
Le 24 avril 1955, Adamski affirme avoir perçu mentalement l'annonce d'un nouveau contact, lié à une demande qu'il avait formulée auparavant mentalement avec eux. Tenter de réaliser des photographies pour répondre au scepticisme. Les visiteurs l'avaient averti que cela serait difficile en raison des champs magnétiques émis par le vaisseau, et sans garantie de convaincre qui que ce soit, mais laissant entendre qu'il pourrait néanmoins essayer. Ressentant une urgence nocturne la nuit du 24 avril, il se rend alors à son point de rendez-vous habituel en ville, avec un appareil Polaroid, et y trouve un visiteur qui l'attendait. Il devait rentrer chez lui après une mission sur Terre. Vers 2h30 du matin, Adamski est conduit par ce visiteur en voiture, en campagne isolée, à une vedette, où on lui demande s'il a bien amené un appareil photo. Puis, il est amené à un vaisseau mère, où il se tient derrière un hublot, aux côtés d'Orton, pendant qu'un autre visiteur le photographie depuis un autre vaisseau situé à l'extérieur. Les résultats s'avèrent limités, à cause des contraintes magnétiques et du matériel terrestre, c'est trop flou. Reconduit sur Terre avant l'aube, Adamski conclut que les sceptiques n'accepteront sans doute pas ces photos pour être convaincus, mais il les publie ajouté à son deuxième livre. La femme de George Adamski, appelée Mary Chimbersky, décède sur Terre d'un cancer en juillet 1954. Une lettre d'Adamski rédigée en 1961, mais décrivant un voyage antérieur non daté mais récent, est restée longtemps confidentielle auprès de son cercle d'amis, avant sa publication en 2007 de façon publique parmi des inédits d'Adamski. Dedans, il relate un séjour qu'il affirme avoir effectué sur Vénus, pour réaliser cette promesse qui lui avait été faite pendant longtemps d'aller lui-même là-bas. Il y explique avoir été emmené à bord d'un grand vaisseau dans lequel il a retrouvé une jeune fille nommée Marie, âgée d'environ 12 ans, qui s'identifie comme la réincarnation de son épouse décédée en 1954. Selon lui, Marie lui prouve cette identité par des souvenirs précis de leur vie commune et un moment d'émotion intense et vécu. Le vaisseau atterrit dans une structure comparable à un aéroport, intégré à des bâtiments, permettant une transition directe sans exposition aux conditions extérieures. Adamski décrit un climat doux, un air respirable et une atmosphère nuageuse, donnant l'image d'un environnement proche de celui de la Terre. Accompagné de Marie, il circule dans un véhicule de transport public silencieux et polyvalent, capable de se déplacer au sol comme en élévation. Il traverse une zone commerciale animée, avec des routes larges, des trottoirs spacieux et une population à l'allure détendue, qu'il juge plus sereine que sur Terre. Il visite ensuite la maison de Marie, décrite comme simple et harmonieuse au sein d'une société sans place sociale marquée, où les enfants sont collectivement pris en charge par les adultes. Marie change de vêtements, avant qu'il ne se rende dans un vaste campus scientifique. Sur ce campus, Adamski observe des bâtiments consacrés à l'enseignement, où l'instruction est largement assurée par des machines interactives, capables de répondre aux questions des étudiants. Il décrit des maquettes représentant le système solaire, son évolution et ses relations avec d'autres systèmes, ainsi qu'une vision du progrès planétaire dans laquelle la Terre occuperait un rang bien inférieur à ce qu'elle croit, en raison de ses conflits et de sa stagnation morale. Une autre installation lui montre le fonctionnement détaillé du corps humain et le rôle central de la pensée, renforçant chez lui l'idée que la maîtrise de soi et l'évolution passent par le développement de la conscience et de la télépathie. Le séjour sur Vénus dure environ 5 heures. Adamski note une légère fatigue, qu'il compare aux effets de l'attitude terrestre mais sans difficulté respiratoire. Des échanges avec Marie abordent la question de la réincarnation, présentée comme un passage naturel d'une vie à une autre, sans rupture spirituelle radicale, les liens familiaux étant perçus comme temporaires. Sur le trajet du retour, il observe dans l'espace des débris issus de satellites terrestres, décrits comme appelés à se dissoudre et à être recyclés selon les lois cosmiques. George Adamski rapporte qu'après ses premiers voyages, à bord de vaisseaux vénusiens et saturniens, il sera convié à d'autres rencontres parfois, mais d'un niveau différent, présentées comme plus importantes dans leur portée. Parmi celles-ci figure un voyage sur Saturne, dont il parle dans un autre courrier, diffusé de manière restreinte à un cercle d'amis seulement pendant longtemps, et diffusé publiquement parmi les inédits d'Adamski, au cours duquel il affirme avoir été invité à assister à une grande conférence interplanétaire. Ce dépassement est décrit comme exceptionnel, tant par sa durée que par le nombre d'êtres présents à bord du vaisseau mère. Le voyage vers Saturne s'effectue le 26 mars 1962, à bord d'un vaisseau de grande taille, différent de ceux qu'il avait précédemment empruntés, et le trajet dure 9 heures. L'atmosphère à bord est décrite comme solennelle mais calme, et il comprend rapidement qu'il ne s'agit pas d'une simple visite d'observation.
À son arrivée sur Saturne le 27 mars, il est accueilli par une délégation de 12 êtres qu'il identifie comme appartenant à différentes origines planétaires, tous humanoïdes d'apparence mais présentant des variations subtiles de traits, de stature et de comportement. Adamski dit que les cités sur Saturne ont des reflets opalescents. Les voies sont faites de parterres de fleurs multicolores, au-dessus desquelles flottent des véhicules aériens. Toute architecture lui paraît magnifique, un monde d'équilibre. La conférence interplanétaire, qui a lieu les 29 et 30 mars, est décrite comme une réunion destinée à examiner la situation du système solaire et de la Terre. Elle a lieu dans un bâtiment somptueux, orné de motifs et de colonnes. Une longue table accueille les 12 représentants, vêtus de longues robes, placés 6 d'un côté et 6 de l'autre, avec un organisateur siégeant au bout. Adamski se voit donner une longue robe bleue. La pièce contient des fontaines diffusant couleurs, parfums et sons, et il entend une musique légère mêlant des bruits du cosmos dans une magnifique harmonie. Les discussions portent d'abord sur l'avenir du système solaire et un changement possible de la polarité magnétique du Soleil. Ce changement pourrait entraîner une réorganisation complète du système s'il avait lieu. Toutefois, un plan de secours existe pour évacuer les occupants de toutes les planètes vers un nouveau système en cas de catastrophe. Toutes les planètes, sauf la Terre, ont des vaisseaux prévus en nombre suffisant pour dépasser leur population, chiffrée à 141 milliards dans le système sans compter la Terre. Ils auraient aimé que les Terriens construisent leurs propres vaisseaux, car ils risqueraient de souffrir fortement en cas de désagrégation. Puis, un second thème de discussion eut lieu sur l'usage de l'énergie nucléaire par l'humanité, perçu comme un danger majeur, non seulement pour la planète elle-même, avec la conséquence de tremblements de terre, ouragans et dérèglements climatiques, mais aussi pour l'équilibre énergétique du système solaire. Les participants expriment une inquiétude croissante face à la multiplication des essais atomiques, dont les effets ne se limitent pas à la surface terrestre. Il fut aussi expliqué que 12 grands êtres identifiés comme des messies par nous visitèrent la Terre. Il lui est dit que Jésus, en tant qu'homme, a laissé s'exprimer la conscience cosmique du Christ, qui n'est pas une personne, et fait partie de ces grands êtres. On lui dit que des planètes du système avaient peuplé la Terre jadis, et s'étaient affrontées pour influencer les premiers humains. Les Vénusiens opposés à ces luttes furent massacrés. Les habitants de Mercure, Mars et Jupiter furent accusés de trahison. Notamment, ceux de Jupiter se firent passer pour les représentants du divin, et firent passer Saturne pour la planète de Satan, alors qu'elle est le lieu de la justice dans le système. La notion d'enfer, selon Adamski, proviendrait d'une assimilation de Mercure à une fournaise. Ces croyances, bien que fausses, furent employées pour maintenir les Terriens sous la crainte. Le message reçu insistait sur la nécessité d'abandonner ses illusions et de comprendre que l'enfer véritable est créé par l'homme lorsqu'il vit contre les lois de la vie. L'exploration spatiale, en revanche, permettrait d'apprendre rapidement ces lois, d'entrer dans un nouveau cycle et de réaliser l'unité entre l'homme et le Créateur. Après la conférence interplanétaire, Adamski rapporte avoir suivi une période de formation additionnelle à bord d'un vaisseau école mobile. Cette formation vise à approfondir sa compréhension des lois universelles, de la relation entre pensée et matière, et de la responsabilité individuelle dans l'évolution collective. Il précise que ces enseignements ne sont pas destinés à être transmis sous forme technique ou scientifique, mais intégrés dans une vision globale de la vie. Au fil des années, George Adamski explique que les contacts avec les visiteurs deviennent plus espacés et changent de nature. Il lui a indiqué que la phase active de leur mission sur Terre touche progressivement à sa fin, à partir de la fin des années 1950. Les rencontres, autrefois plus longues et structurées, se réduisent à des échanges plus brefs, parfois limités à des communications télépathiques ou à de courtes entrevues. Adamski comprend alors que son rôle n'est plus de recevoir de nouvelles informations, mais essentiellement de transmettre ce qui lui a déjà été confié. Avec le recul, il admet aussi que certaines informations lui ont été transmises de façon volontairement incomplète. Il reconnaît n'avoir jamais été clairement informé de la nature exacte du plan de réalité sur lequel vivent ses visiteurs. Il les a toujours perçus comme des êtres physiques vivant sur des planètes physiques semblables à la Terre, car c'est ainsi qu'ils se sont présentés à lui, ou du moins ainsi qu'il les a compris. Ce n'est que plus tard qu'il évoquera la possibilité que ces civilisations existent sur des plans vibratoires différents, rendant toute interprétation strictement matérielle insuffisante. Adamski déclarera en effet plus tard, je cite, « On ne peut visiter ces civilisations avancées dans notre condition corporelle actuelle. »
Cette phrase d'Adamski indique bien que les visiteurs sont sur un autre plan de fréquence que ce que nous pouvons percevoir ici sur Terre. Joëlle Marchemont a été intégrée par sa curiosité à un contact qu'elle a interféré qui avait lieu avec des scientifiques en Angleterre. Récit rapporté par Timothy Good. Elle a vu des vaisseaux en forme de soucoupe atterrir, a pu en toucher un et discuter avec leurs occupants, notamment Mark et Val, qui ressemblaient à des humains mais plus beaux. Ils lui ont montré leur technologie de projection holographique, et lui ont donné des enseignements sur leur mode de vie, sur leur monde. Mais ils ont toujours refusé de révéler leur monde d'origine, disant seulement venir d'un autre système que le nôtre. Ils ont expliqué posséder des bases secrètes sur d'autres planètes de notre système ainsi que sur Terre, et ont indiqué que des humains ne pourraient pas les percevoir s'ils allaient chez eux, ce qui suggère qu'ils existent dans une autre dimension ou fréquence de la réalité. Ces êtres ont aussi parlé à Joël de Jean Adamski, affirmant qu'il avait réellement été choisi et contacté par eux, mais qu'à un stade précoce, il avait divulgué certaines informations confidentielles. Ils ont alors décidé de lui fournir volontairement de fausses informations, afin de le discréditer et de protéger leurs intérêts. Joël précise qu'elle ignore quelles étaient exactement ces désinformations, mais qu'elles commencent à apparaître dans son livre Inside the Spaceships. Selon eux, le récit du contact de Desert Center décrit dans Flying Saucers Have Landed est essentiellement vrai, et Adamski est bien monté à bord de leur vaisseau par la suite, mais ils ont refusé de dire où il avait été emmené par eux, quand ils lui ont dit de l'avoir emmené sur Vénus par exemple. Il n'a pas été précisé non plus dans quelle mesure Adamski savait ou pas que certaines informations qu'il diffusait étaient erronées. Mais peut-on affirmer que les informations sur Adamski transmises à Joël soient vraies ? Même en supposant que les contactés rapportent sincèrement ce qu'ils ont vécu, on ne peut pas savoir si les visiteurs extraterrestres qui établissent ces contacts disent réellement la vérité ou s'ils manipulent l'information. Il est possible que ceux du contact de Joël cherchent à discréditer ceux du contact d'Adamski, par exemple parce qu'ils appartiendraient à une faction aux intérêts rivaux, et qu'ils racontent donc des mensonges. Il est aussi possible qu'ils disent vrai lorsqu'ils affirment être ceux du contact d'Adamski et lui avoir donné de fausses informations pour servir à leurs intérêts, ce qui montre également leur capacité de mensonge et de manipulation alors. Le problème dans les contacts extraterrestres ne concerne donc pas tant la fiabilité du contacté, que celle de certaines races extraterrestres, qui semblent parfois dire ce qui sert leurs objectifs afin d'orienter ce que nous croyons. C'est pourquoi c'est surtout la qualité du contenu transmis qui doit être évaluée. Dans de nombreux récits de contact, on a en effet l'impression d'une sorte de guerre d'intoxication et de manipulation comparable à celle de services de renseignement entre différentes factions extraterrestres, chacune pouvant altérer la vérité à sa manière pour nous conduire dans la direction qui lui convient. Les terriens qui croient tout ce qui s'annonce comme bon parce que cela vient d'autres cieux sont les dindons de la farce. Les services d'espionnage humains sont déjà capables de manipuler fortement l'information. On peut alors seulement tenter d'imaginer ce que pourraient faire des services équivalents appartenant à une civilisation plus avancée que la nôtre. Les races extraterrestres qui viennent dénigrer les autres sont sans doute les premières manipulatrices. Celle du contact de Joël Marchemont critique certains propos d'Adamski tout en validant son contact. En revanche, les Pléiadiens de Billy Meyer, étoile Taygeta, ont été très virulents. Semyaze affirme depuis 1975 à plusieurs reprises qu'Adamski était un fraudeur n'ayant jamais vu d'engin spatial à aucun moment, et que tout était pure invention depuis le tout début, que toutes les photos sont fausses. Meyer a même affirmé qu'Asket serait apparu devant Adamski en marge d'une conférence en Allemagne dans les années 1960 pour le confronter à ses mensonges, accompagné de Billy Meyer. Asket, Semyaze et Ptah, les Pléiadiens, ont ainsi, selon Meyer, accusé Adamski de fraude totale, chacun à plusieurs reprises. Or, les contacts de Desert Center, avec 6 témoins et des photos publiées par un journal, contredisent ces accusations. Les Pléiadiens, via Semyaze et Ptah, ont aussi dénoncé avec virulence tous les contacts vénusiens.
et déclarer faux tous les autres contacts de manière générale, affirmant être les seuls en relation avec la Terre, ce qui relève d'une propagande extraterrestre manipulatrice grossière. Lors d'un contact extraterrestre impromptu à Trinidad en Bolivie en 1976, l'Allemand Horst Fenner voit en pleine forêt un vaisseau et deux êtres en combinaison argentée. Ils disent s'appeler Attar et Koun et venir de Proxima du Centaure. Ils disent être des amis des Pléiadiens et ils parlent de Billy Meyer comme de leur contact et prophète sur Terre, mais parlent de la Pléiadienne Semmiazé comme connaissance qu'ils ont parfois rencontrée. Ce que Semmiazé confirmera à Billy Meyer plus tard quand il lui parlera de ce contact. Horst Fenner dit à Koun : « Tu viens de parler de personnes qui se disent contactées, mais qui ne le sont pas vraiment. Car j'ai lu un jour plusieurs noms que j'ai gardés en mémoire. L'un d'eux s'appelait Adami ou quelque chose comme ça, un autre Genovesa et un autre Michalek. Pourriez-vous me parler de ces noms ?» Koun répond : « Tu as le droit de connaître la vérité. Les noms que vous avez mentionnés sont bien connus de nous, mais vous les avez mal prononcés. Le premier s'appelle Adamski, le deuxième Genovese et le troisième Michalek. Ce ne sont pas des noms de personnes de contact réel, mais des noms d'escrocs malveillants. Ni l'un ni l'autre n'a jamais eu de contact avec nous ou l'une des autres races spatiales. À notre connaissance, ils n'ont même jamais aperçu l'un de nos vaisseaux. Ces trois-là ne sont pas les seuls fraudeurs de ce genre. Ils sont très nombreux. Si tu entends plus tard des noms comme Zillard, Menger, Miller, Nelson ou Castillo, Siracusa, tu peux être sûr qu'il s'agit bien de noms de fraudeurs. Ainsi, on voit que les Pléiadiens et leurs alliés sont sur la même veine de matraquage systématique des autres contactés et notamment des Vénusiens. Semmiazé dit que ceux qui se prétendent des contactés ovnis, je cite, n'ont certainement jamais été en contact avec des humains ou d'autres êtres de l'espace. Ce sont simplement des trompeurs et des charlatans. Billy Meyer fournit une liste de noms de contactés à Semmiazé, qui la lui rendra avec les informations de ses tableaux, que tous les contactés sont des faux. Et pour ceux pour lesquels elle dit que tout n'est pas faux, c'est simplement une observation visuelle dans le ciel de loin, sans contact du tout. Donc tous les contactés sont niais. Mais ceux de Vénus le sont de manière répétée et accentuée avec acharnement. Adamski le premier et Menger en deuxième au-delà de suspect. Donc certains sont des prototypes du mensonge grossier, comme les Pléiadiens de Taygeta du contact Meyer. Pour d'autres, cela peut être plus léger. Mais il faut donc que chacun exerce son discernement face à ces informations. Le fait qu'il ait dit pendant l'essentiel du temps que les mondes de notre système, Vénus, Mars, Saturne, sont habitables, portent de la végétation luxuriante, des cités extraordinaires et une civilisation qui serait perceptible par nous, et ne finalement dire que bien plus tard que c'est seulement sur un autre plan de perception qu'on peut les voir, est une ambiguïté qui a alimenté une large part des controverses entourant son témoignage, qui a été considéré comme mensonger par beaucoup à cause de l'absence de vie physique sur ces planètes montrée par la science. Certains de ses proches collaborateurs, notamment Lucy Mabjinis, sa secrétaire et témoin du contact de 1952, ont aussi exprimé des doutes quant à la réalité des contacts postérieurs à Desert Center. Elle estime que seul ce premier épisode, attesté par plusieurs témoins dont elle, peut être tenu pour indiscutable, et que les récits ultérieurs se rapprochent trop du contenu de son roman de 1949, Pioneers of Space, pour être pleinement crédible. Adamski précisera toutefois que ce roman, qui décrivait la vie sur Vénus ou Mars avant ses contacts, l'a été à partir d'inspirations intérieures qu'il considérait comme un pré-contact d'infusion télépathique d'informations par les visiteurs, et non comme une invention de fiction. À mesure que les années passent, Adamski devient de plus en plus conscient de l'impact public de ses déclarations, mais se retrouve au centre d'une attention médiatique intense, oscillant entre fascination et dérision, une exposition qu'il affirme n'avoir jamais recherchée.
Cette situation a selon lui un coût personnel important, tant sur le plan de la santé que de la vie privée. Il traverse des périodes de fatigue extrême et subit une crise cardiaque au milieu des années 1950, qu'il attribue à la pression constante et au rythme soutenu de ses activités. Malgré ces difficultés, Adamski maintient une ligne de conduite qu'il juge constante. Il refuse de se présenter comme un prophète ou un messie, et se définit uniquement comme un témoin. Il affirme n'avoir jamais reçu la mission de fonder un mouvement, une religion ou une organisation dédiée aux visiteurs de l'espace. Son objectif déclaré est de partager des informations qu'il estime essentielles pour l'avenir de l'humanité, en particulier sur les dangers de l'armement nucléaire et la nécessité d'une évolution de la conscience. Il se montre également critique à l'égard de certains courants du mouvement des contactés, fondés sur des messages médiumniques, des prophéties ou des entités au titre grandiloquent, affirmant que les êtres qu'il dit avoir rencontrés ne livrent jamais de prédictions précises et ne cherchent pas à impressionner par des révélations spectaculaires. Adamski ne cherche pas à gagner de l'argent. Il a abandonné tous ses droits financiers sur son livre best-seller de début 1953, Les soucoupes volantes ont atterri, à son co-auteur Desmond Leslie. Il ne possède pas beaucoup. Le terrain de Palomar Gardens ne lui appartient pas, mais appartient à Alice Wells, et il est installé à proximité. D'ailleurs, le lieu sera vendu, et il ira s'installer ensuite plus haut sur la montagne à Palomar Terrace. Le lieu est une forêt de chênes avec des rochers, et il construit lui-même avec des amis une cuisine et une grande terrasse panoramique pour accueillir des visiteurs de plus en plus nombreux, qui veulent qu'il leur partage ses récits. Ils n'ont ni eau courante ni électricité pendant longtemps et pondent dans un ruisseau souterrain. Enfin, l'électricité arrive très tardivement. C'est une vie de type presque communautaire, entourée d'animaux dans des conditions un peu rudes. Adamski est appelé à donner des conférences dans le pays et au Canada, en parallèle, jusqu'à devoir en annuler pour raisons de santé. Entre 1957 et 1960, Adamski développe le réseau international d'échange Get Acquainted Programme pour rassembler des personnes autour de valeurs communes universelles de paix. Publie le bulletin périodique du Get Acquainted, appelé Cosmic Science, multiplie conférences et tournées, dont une tournée mondiale en 1959, et apparaît dans des médias grand public, comme l'émission de Long John Neben. Il publie plusieurs ouvrages majeurs, notamment Flying Saucers Farewell et Cosmic Philosophy, marquant sa volonté de se retirer progressivement des voyages pour se concentrer sur un enseignement spirituel centré sur la conscience et la Science of Life. À partir de 1961, Adamski joue un rôle plus discret mais plus politique et spirituel. Il s'installe entre la Californie et le Mexique. Et il crée son projet Science of Life, qui est un ensemble de leçons de vie selon des principes spirituels qu'il écrit et diffuse. Il a aussi réalisé des contacts institutionnels impliquant la Maison-Blanche, le président Kennedy, et en 1963, une audience privée avec le pape Jean XXIII. Il continue à rapporter des rencontres avec les frères de l'espace, notamment le Conseil interplanétaire sur Saturne en 1962, lié au risque nucléaire, tout en poursuivant conférences, cours par correspondance et écrits jusqu'à ses dernières lettres en 1965, où il évoque encore une possible levée prochaine du silence sur la présence extraterrestre. Il rapporte que les visiteurs insistent sur l'existence de règles strictes régissant leur présence auprès de l'humanité. Ils ne peuvent ni intervenir directement dans les affaires humaines, ni fournir de preuves irréfutables de leur existence. Selon eux, une civilisation doit atteindre un certain degré de maturité spirituelle avant de pouvoir entrer en relation ouverte avec d'autres formes de vie intelligentes. Une preuve imposée de l'extérieur priverait l'humanité de sa liberté de choix et de sa responsabilité évolutive. Cette idée revient de manière récurrente dans les échanges. La Terre doit choisir elle-même ses orientations futures, les visiteurs se limitant à observer, conseiller indirectement et dans certains cas, avertir de dangers majeurs, sans jamais contraindre. Adamski interprète cette position comme une loi universelle applicable à toutes les civilisations avancées. Le 26 février 1965, George Adamski se rend tôt le matin au domicile de Madeleine Rodfer dans le Maryland, en lui disant avoir été averti peu auparavant le matin de la venue d'un vaisseau spatial chez elle, dont elle pourra être témoin avec lui, sans savoir à quel moment de la journée cela arrivera. Et il prépare la caméra 8 mm Bell & Howell de Madame Rodfer et Adamski a amené son appareil photo. Madeleine Rodfer est une ancienne employée du gouvernement américain, devenue proche de Adamski durant la dernière année de sa vie.
In March of 1964, I arranged a lecture at the Civic Center, about 10 miles away at Rockville. And we became friends. I knew him only 1 year and 1 month, the last year of his life. And he visited from California here about 5 times in that last year of his life, just intermittent. He didn't stay at this house all that time. But on February 26th, approximately 8 o'clock in the morning, a space friend, contact of Mr. Adamski, came to this house. I was still asleep. But when I got up, Mr. Adamski told me that he had been told that we should get cameras ready for filming later in the day. And, of course, had never seen one so close before, or I didn't expect that they were going to come hovering that close in my yard. I would have rented a Polaroid or prepared with more cameras, but Mr. Adamski actually helped me put film in the little 8mm Bell and Howell movie camera. And he had film in his Kodak camera too. And we waited. Now, they did not tell him what time they were coming, but this was earlier in the morning, but this was middle of the afternoon, about 3:30, when we noticed them at a distance. And we were at the dining room window looking out, and they came in closer. And by the way, 3 more spacemen came and knocked at the door just before the incident. And Mr. Adamski went, and they told him they said, get your cameras ready, they're coming. Now that is how close he was associated with those people from other planets. And it's difficult to believe, but they looked just like American. One of them had brown hair, and one had dark hair, and one had slightly gray hair. And they parked in a car. I believe it was an Oldsmobile, but I don't know the year, down here at the street when they came. And then the spaceship came, and we went outside, but I had a broken leg. I had fallen the month before in my living room, and I was in a walking cast. And but I was able to walk around, but with a little limping difficulties, but I did get around. And but when we came out on the porch up here and started to film, he told me to film, and he was going to film. I said, George, I can't do this. I'm too wobbly. And I had not had the camera but 2 months. My husband had given it to me for Christmas just 2 months before. So I handed him, he said, okay, I'll do it. So I gave him my camera, and he laid his down, and he filmed it then. I started, but I wasn't sure of myself, and I didn't want to miss it. So I gave the camera to him, and he finished filming it. But I was, clumping around in the background and able to walk, of course, without too much difficulty with this cast on. But they only stayed about approximately 10 minutes. They did not land. They did not get out of the spacecraft, but there were glimpses of people through the round windows. And they maneuvered, they came in here. It was a low humming and a low swishing sound. And they came in, when they got close here, they came in very slowly. And it was round, and there were 3 of these, about this size, I guess, these landing gears underneath, and they were going like this, retracting in and out. And they told George later it was for stabilization. If they'd put all of them out, they would have had to land. And they kept one retracted all the time, and the other 2 were going in and out. But anyway, low swishing, low humming sound. And it wasn't real loud, but there was definitely a motor sound accompanied with it. And it was a brilliant royal, between a royal and a purple blue in color. It was a beautiful blue, and deeper blue than this. And it was round, and as it moved, it looked crooked, and on the film it shows this slight distortion, and it looked, lopsided and so on. But they were moving and putting on this performance for Mr. Adamski to back up, his efforts to get the world leaders to tell the truth about the visitors from other planets. They were demonstrating
They wanted him to capture this on film, their abilities to do certain maneuvers. And they wanted him to have this proof to show the people of the world, because our world governments have better film and they haven't shared any of them with us. And they wanted Mr. Adamski to have this piece of film to show, to the audiences when he was speaking, how they do these certain maneuvers. They did this on purpose. Marianne Rothfer a donc témoigné avoir vu des visiteurs elle aussi, qu'Adamski appelle frères de l'espace, venus en voiture toquer à sa porte pour prévenir Adamski de l'arrivée du vaisseau, quelques instants avant qu'il n'arrive vraiment, pour qu'il sorte filmer dans le ciel. Elle dit qu'ils étaient 3 hommes indistinguables d'Américains classiques. Ce témoignage montre que des hommes ont bien contacté George Adamski, mais étaient en lien avec les vaisseaux observés, ce qui montre qu'Adamski n'a pas inventé des contacts ultérieurs comme certains le prétendent, et donne du crédit à tout son récit. Bien sûr, cela ne prouve pas que ces hommes venaient de Vénus, Mars ou Saturne, mais qu'ils existaient vraiment, et sont liés aux vaisseaux observés, puisqu'ils sont venus avertir de son arrivée. Il me paraît peu envisageable de parler de programmes spatiaux secrets terriens, car on est en 1953, mais ce n'est qu'avec des dizaines d'années de rétro-ingénierie, de vaisseaux divers crashés, depuis 1947, que les programmes spatiaux secrets ont pu produire des vaisseaux terriens à antigravité. Donc, on est obligé d'associer une composante extraterrestre ou intraterrestre à ces hommes. Lou Zinstag, la secrétaire d'Adamski qui a remplacé Lucy Malginis, dont on a déjà parlé auparavant, a observé elle aussi des frères de l'espace en compagnie de George Adamski à plusieurs reprises dans des lieux publics selon son témoignage. Elle les décrit comme des personnes très belles, avec des pommettes saillantes et une peau très bronzée. Lorsque le film est développé, Rothfer et Adamski se disent profondément déçus par le résultat, qu'ils jugent manifestement altéré et ne correspondant pas à ce qu'ils ont observé. Adamski avancera l'hypothèse d'une falsification, intervenue lors du développement, évoquant un remplacement de l'original par une copie modifiée pour donner un mouvement anormal, à des fins de discrédit. Il supprime certaines séquences du film qu'il estime frauduleuses pour produire ce qui sera appelé le film Rothfer, qui ne reproduit toujours pas, selon les 2 témoins, exactement ce qu'ils ont vu. Malgré les controverses, ce film reste au cœur du débat. Pour ses défenseurs, certaines images montreraient des déformations optiques cohérentes avec un champ antigravitationnel, tandis que pour ses critiques, il s'agit d'un document douteux. L'ufologue Timothy Good affirme néanmoins, après des décennies d'enquête et sur la base d'expertise optique, que le film correspond bien à un objet réel observé ce jour-là, faisant de cet épisode l'un des derniers témoignages majeurs associés à George Adamski. George Adamski s'éteint le 23 avril 1965 à Silver Spring dans le Maryland, 2 mois après le film fait avec Madame Rothfer, à l'âge de 74 ans, laissant derrière lui l'un des récits de contact extraterrestres les plus connus et controversés du XXe siècle. Un document écrit attribué à George Adamski, longtemps resté confidentiel au sein de la fondation qui porte son nom, a fini par circuler publiquement. Il s'agit d'un texte présenté comme rédigé en langue vénusienne et remis par lettre appelé Horton lors des contacts de 1953. La fondation a confirmé que ce document provenait bien d'Adamski, sans se prononcer sur son contenu. Dans les années 1990, le texte est confié à Omnek Onek, qui se dit originaire de Vénus, et en propose une traduction, attribuant le message à Odin de Vénus, présenté comme lié à Horton. Le message développe des thèmes centraux du récit adamskien. Inquiétude face aux usages technologiques terrestres, appel à une transformation de la conscience humaine, primauté de l'amour, du libre arbitre et de la responsabilité collective, et refus de transmettre certaines connaissances jugées dangereuses. Il affirme l'unité spirituelle de tous les êtres, confie à Adamski une mission de transmission, et comporte des symboles ainsi qu'un schéma d'un système solaire à 12 planètes. Pour les partisans d'Adamski, ce texte renforce la cohérence et l'origine vénusienne de ses contacts. Pour d'autres, il prolonge surtout la dimension symbolique et spirituelle de son témoignage, sans lever définitivement les doutes sur la nature réelle de ses communications. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.